Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait plaisir. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, vous me faites un petit signe, ou alors vous criez très très fort, on vous entendra, ça devrait bien se passer. Alain disait qu'il y avait une grosse opportunité en marketplace B2B. Grosse opportunité, c'est un petit mot. J'ai vu une étude récente là, de la XRFI qui annonce que le marché en 2025 devrait être de 4000 milliards sur les marketplaces B2B. Donc il y a de la place. Il y a des vraies opportunités business, il y a vraiment moyen d'aller chercher de la croissance et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui tous les trois, enfin sur cette première plénière et puis tout au long de la journée pour voir voilà, justement quelles sont un petit peu toutes les opportunités, sachant aussi un autre, dans la même étude, chiffre que je trouvais intéressant, sur les 5 dernières années, les achats B2B, c'est 94% de croissance. Ça se développe, ça se développe, ça se développe. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc pour parler de tout ça, donc on a bien Kamel Tansaout, qui est fondateur de Marjorie, le logiciel d'automatisation des processus des marketplaces. Avec toi, tout va vite. C'est ça. Tout est plus simple. Tout va plus vite et tout est plus simple. C'est déjà une bien belle promesse. Et on a Jean-Charles Métiaz, qui est fondateur de Leaguesider, qui met en gros en contact des C-level de très très haut niveau avec des startups qui veulent vraiment accélérer. Donc là, il y a du service. Toi aussi, tu es dans le service, mais toi, tu es dans la proposition de valeur directe de B2B, de marketplace B2B, et toi, tu accompagnes ces marketplaces. Donc ça, c'est assez intéressant. Kamel, toi qui es au contact vraiment de beaucoup de marketplaces depuis quelques années, euh, quelles sont justement les grosses évolutions que tu vois? Qu'est-ce qui te demande de nouveau qu'on pouvait ne pas te demander il y a encore quelques années? Belle question pour démarrer, merci. Il y a plusieurs choses en fait dans le marché du B2B déjà. L'étude Xerfi que tu as, elle est intéressante. Il faut savoir que le marché de la transaction dans le B2B, il est déjà 3 fois plus gros que le marché de la transaction dans le B2C. Donc c'est un marché déjà natif sur les transactions digitales qui est beaucoup plus important. Donc comme on prend des ratios de marché pour créer de la marketplace, bah, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on voit le développement de marketplace. Dans le B2B, il y a plusieurs types de marketplace. Donc il y a les pure players, c'est-à-dire ceux qui créent leur marketplace from scratch et qui lancent en fait une activité d'interconnexion de systèmes et de personnes comme Linksider, parce qu'il y a beaucoup de services qui arrivent dans le B2B. Il y a ceux qui font de l'add-on, donc le distributeur qui va vouloir faire de l'extension de gamme ou de la profondeur de gamme sur les marketplaces. Et il y a un tout nouveau truc qui est en train d'arriver, c'est les transformations digitales d'entreprise. Par exemple, dans le domaine des produits électriques. On passe d'une entreprise qui était autrefois purement dans les produits physiques, qui rentre dans des produits digitaux, comme les IoT, et qui ont besoin de créer des écosystèmes d'applications, donc des marketplaces, sur lesquels on va venir connecter plusieurs services. Donc on a ces trois demandes. On a ceux qui veulent rejoindre des marketplaces comme d'habitude, pour eux augmenter leur volume. Et là, il y a une difficulté un peu plus, quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau des marketplaces B2B, qui est l'exécution et la promesse opérationnelle. On a ceux qui rajoutent la marketplace et il y a ceux qui transforment leur business. Et justement, sur ceux qui transforment leur business, j'imagine que c'est une grosse partie, parce que justement, ils voient bien qu'ils sont obligés de digitaliser les process, etc., pour aller plus vite. Hier, on avait le cas, enfin, ou même de Kiabi, qui a besoin d'aller plus vite, plus fort. Ils peuvent pas créer tous leurs produits, ils peuvent pas les acheter, ils peuvent pas les distribuer. Boum, marketplace. Ça, c'est une vraie tendance de fond. C'est quelques opportunités de marché. Ça va s'arrêter vite. C'est quoi un petit peu le... Alors, quand on achète une marketplace, quand on crée une marketplace, il y a une raison qui est importante, c'est de la croissance. C'est pour générer de la croissance rapidement, assez maîtrisée, parce que maintenant les processus en marketplace, moi ça fait 15 ans que j'en fais, et j'ai été dirigeant de marketplace B2B, j'ai international, donc la complexité, c'est comme ça qu'est née Marjorie, c'est en étant confronté à ça. Ça va continuer à accélérer. Pourquoi? Parce que les canaux de distribution se digitalisent de plus en plus. L'expérience client se digitalise de plus en plus. Par contre, si on revient dans le B2B, il faut voir que contrairement au B2C, la vente dans le B2B a toujours été multicanal. Il y a des canaux courts et des canaux longs.
Donc les canaux courts, il y a je suis un distributeur, je vends à des clients. Il y a des canaux longs, je suis un distributeur ou un fabricant qui vend à des grossistes, qui vendent à des distributeurs, qui vendent à des clients. Et toute la complexité en fait du B2B, c'est que tu as des canaux qui sont très larges. Tu vas avoir les commerciaux en interne. Donc là, il faut savoir quand tu adresses une marketplace, comment tu adresses la relation avec tes commerciaux, comment tu continues à les incentiver. Tu as tes distributeurs sur lesquels tu ne dois pas faire en fait des conflits de canaux. Donc quand tu rajoutes des produits, est-ce que le gars les source ailleurs ou est-ce qu'il les source en direct? Donc il faut faire très attention à ça. Donc tout ça, c'est du processus, effectivement. Et puis après, tu as les pure players. Je crois qu'il y avait Encore Store qui est venu. Voilà, Encore Store, c'est un pure player en marketplace B2B. Lui, c'est quasiment un concurrent des organisateurs de salons. Et donc, tu vois, tu as Pas une quasiment. voilà, non, mais il y a aussi en même temps J'ai eu distributeur. dire qu'ils achetaient carrément les stands sur les salons. Voilà, donc, et tu as toute cette disruption qui est en Ouais. train de se mettre en place. Donc, c'est pas quelque chose qui s'essouffle, bien Ouais, au bien contraire. sûr. Ouais. Jean-Charles, toi, sur les marketplaces justement de services, il y a aussi une vraie opportunité. C'est vrai que quand on entend marketplace, on pense tellement facilement à Amazon et autres qu'on pense plutôt produits. Toi, tu lances une marketplace de services. Pourquoi une marketplace déjà pour pouvoir mettre des gens en relation? Est-ce que LinkedIn et autres ne suffisaient plus? Et pourquoi il y a besoin d'un tiers de confiance comme ça pour créer de la valeur? Ouais, on pense qu'on peut scaler avec la marketplace. Ça rejoint ce que tu dis sur notre propre croissance. Et nous, on répond aux besoins finalement de croissance des startups, des scale-up. Et le dernier kilomètre, c'est pour ça qu'on s'appelle Linksider aussi, il y a un petit clin d'œil quand même indirect à LinkedIn, c'est qu'ils ne font pas le dernier kilomètre. Ils ne font pas la mise en relation, ils ne font pas l'introduction. Donc nous, on est sur ce marché très particulier qui est le plus compliqué quand on est dans des complex sales en B2B, c'est d'avoir du temps de jeu, de pouvoir faire en sorte de dialoguer avec sa cible à C-level. Et en fait, on a tout simplement, l'idée de base est simple, le diable se cache dans l'exécution, je te rejoins. On a eu l'idée de fédérer des gens qui ont comme point commun d'être issus des plus grandes écoles d'ingénieurs de commerce, d'avoir ensuite la possibilité d'avoir travaillé eux-mêmes ou elles-mêmes dans des très grands groupes, donc qui connaissent la C-suite, et également d'avoir été à l'international, donc la plateforme est par définition mondiale. Ce qui veut dire qu'on a des milliers de connexions à C-level qui sont immédiatement accessibles on demand, donc c'est un service complexe, humain en plus, on vend de la confiance finalement. Et après 3 ans d'existence, on peut dire que ça fonctionne, c'est-à-dire il est possible de récolter de la confiance et du lien préalablement créé, parce que nos mentors ont entre 30 et 50 ans d'expérience professionnelle, donc ça fait des écosystèmes énormes qu'ils mettent à disposition des clients, et tu peux acheter des introductions on-demand dans un compte du CAC 40. Donc on a disrupté, nous, d'une certaine manière, la fonction d'associé. C'est comme si aujourd'hui on a 400 mentors, tu avais 400 associés qui t'ouvrent leur carnet d'adresses, et tu peux acheter ça on-demand. D'ailleurs, on en reparlera sur les process, on a mis Stripe pour payer, tu vois, donc tu peux faire ton acte d'achat en tant que startup et scale-up à distance. Et un jour, on testait, et puis on voit, mon CEO me dit, attends, il y a un problème, il y a une somme d'argent qui est arrivée sur le truc. Et tu avais effectivement une startup qui avait acheté à distance directement et qui avait fait l'acte d'achat complet d'acheter des introductions. Il faut bien comprendre que les introductions, c'est vraiment de la confiance au plus haut niveau. Donc, dématérialiser ça, l'industrialiser, on est, nous, techniquement, ce qu'on appelle une managed marketplace. Tu dois bien connaître ça. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le service sec, mais on a des gens qui vont réenchanter le service parce que nos mentors ont un âge non pas canonique mais au-delà de 50 ans, ce ne sont pas des digital natives, donc sur l'usage même pour eux de la plateforme, il y a tous ces sujets qui se posent. Donc oui, c'est possible, oui, ça peut scaler, mais à plusieurs conditions d'exécution, de contrôle qualité à tout moment, en amont, en aval des introductions. Et on a énormément de personnes finalement qui vont recréer du lien humain, comme aujourd'hui, on a un event blended où vous êtes dans la salle, mais on a aussi des gens à distance. Donc il y a plein de petites subtilités que je vais qualifier de sociologiques. Je ne sais pas si on ira sur ce sujet aujourd'hui, mais c'est la vraie clé, c'est encore de l'humain, toujours de l'humain, et arriver à gommer l'interface machine pour rester dans un lien fort. Et on a en plus, nous, un principe de régénération du lien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une course au nombre de personnes sur la plateforme, mais il y a une curation des deux côtés, c'est-à-dire que notre plateforme, elle est sur invitation seulement, et du côté des mentors, et du côté des entreprises, sinon le cercle de confiance se brise. Donc il y a
plein de petites conditions opérationnelles qui font que c'est rendu possible. Et avant ça, on avait 20 ans d'expérience dans les introductions d'affaires à haut niveau. Sinon, il aurait été impossible de savoir quoi mettre dans l'algorithme, quoi mettre dans les processus. On n'aurait pas pu scaler. Bien sûr. Et justement, Marjorie, en digitalisant, en automatisant les process, c'est aussi une façon pour les entreprises de garder de la ressource humaine utile et qui ne se perd pas dans des trucs qu'on peut automatiser pour permettre de développer la marketplace plus intelligemment, quoi. Oui, et je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper important, l'expérience utilisateur en fait dans le B2B. C'est-à-dire que dans le B2C, l'impact sur un client en termes d'expérience, elle est minime. C'est-à-dire si tu n'achètes plus ton bouquin à la FNAC, bon, les mecs de la FNAC vont pas s'en rendre compte. Dans le B2B, en fait, les revenus générés par client, le coût d'acquisition client est tellement important qu'il faut avoir une vraie maîtrise de l'exécution. Et si tu n'as pas cette maîtrise de l'exécution, il faut savoir que quand tu crées une marketplace et tu fais porter une responsabilité d'exécution qui doit être la tienne à quelqu'un d'autre. Donc tu dois savoir mettre en place les SLA, suivre les KPIs, et tout ça, c'est exactement cette notion. Parce que tu ne peux pas te permettre de perdre un client à ce niveau-là. Et tu ne peux pas non plus te permettre de te mettre tout ton réseau de distribution et tout ton réseau de commerciaux à dos, parce que les gars vont imaginer que tu es en train de les concurrencer. Donc oui, effectivement, générer des process, savoir connaître exactement l'impact que ça va avoir, parce que une marketplace aussi, c'est un projet de change. Dans une entreprise, quand tu es un distributeur, tu sais acheter, stocker, vendre, gérer une marge. Là, tu passes sur j'achète pas, je stocke pas, je recrute quelqu'un à qui je fais opérer un système qui doit correspondre au SLA que j'ai et au KPIs que j'ai, et je facture une commission, plus un abonnement. Donc ça change complètement la donne sur la façon d'exécuter. Donc tu dois merger ton système à toi, la façon, ta capacité opérationnelle avec celle des autres. Que ce soit aussi bien dans le service, et Linksider c'est un très bon exemple, parce qu'il y a une exigence en fait du recrutement au niveau du mentoring qui doit être juste à un niveau phénoménal, donc ça réduit le nombre de ressources, donc il y a un process de curation qui doit être hyper important. Et derrière, tu dois avoir des clients qui vont générer l'engagement, et ce que tu venais de décrire, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau. Exactement. La force d'une marketplace, c'est de pouvoir créer cet effet réseau sans te disrupter toi-même complètement et sans être on va dire, en délicatesse d'un point de vue opérationnel. Tu as évoqué justement ce parallèle entre la marketplace B2C et la marketplace B2B. On a souvent reproché justement au marché des marketplaces B2B d'être un peu en retard en termes d'expérience, etc. Comment on l'explique? Est-ce que c'est dû à cette complexité justement de parcours potentiel que tu expliquais au départ? Ou est-ce que c'est plutôt structurel on a le temps de changer? Alors, il y a plein de choses. C'est une question qui mérite d'être posée. Il y a plein de choses. Premièrement, tu as plus de freins en interne parce que tu as une habitude. Construire un réseau de distributeurs, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Donc tu as des gens qui ont créé des relations avec des distributeurs. Alors déjà passé en digital. Alors moi j'étais autrefois le patron d'Intershop, donc pas une marketplace, mais un éditeur d'e-commerce B2B. Franchement, le e-commerce au début c'était pour remplacer le fax. Hein. Tout simplement, c'était vraiment dans le B2B, c'était fait pour ça. Après, on avait les EDI, on avait déjà un système d'interconnexion qui était important. Mais tu as des points qui sont très importants, notamment la notion de paiement. Quand tu payes en B2B, tu ne payes pas avec ta carte bleue, tu ne payes pas en cash and carry, sauf quand tu es dans des segments bas sur le système. Mais je vais donner un exemple qui est assez important à comprendre. Si tu as un distributeur, tu as un fabricant ou un distributeur, tu donnes des encours, donc des lignes de crédit à tes clients sur ton assortiment propre de produits. Si tu viens rajouter de l'assortiment externe, sur lequel tu vas avoir une commission et pas une marge. Donc grosso modo, si tu n'arrives pas à étendre les lignes de crédit de tes clients, tu rentres dans un très mauvais mood marketplace qui est là où on va venir phagocyter ton propre business. C'est-à-dire que rien que sur les processus financiers,
en marketplace B2B, il faut faire extrêmement attention. Tu ne peux réussir une marketplace que si tu donnes la même expérience d'achat, c'est-à-dire si le gars il a 100 000 euros d'encours chez toi pour acheter son matériel ou ses services, et ben, il faut que si tu rajoutes 20% d'assortiment en plus, il faut qu'il ait 20% d'augmentation de son encours. Donc, est-ce que c'est toi qui portes le risque? Est-ce que c'est une agence d'assurance crédit? Est-ce que c'est ta banque? Comment tu gères ce financement? Parce que tu ne peux pas te retrouver avec un panier sur lequel il va avoir un paiement à 60 ou 90 jours et un panier dans lequel il aura un paiement cash. Donc ça, tu as déjà cette partie-là. Donc ça, c'est ça aussi qui freine le développement de la marketplace. C'est vraiment l'expérience et l'expertise opérationnelle. Tu as aussi la compétition en interne, c'est-à-dire un commercial, il est capable de s'engager auprès d'un client. On a tous connu ça. Si tu prends des réseaux de distribution, les commerciaux qui te signent des bons de commande sur des coins de nappe, il y en a un paquet. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une relation de confiance. Ils maîtrisent tout en interne comme ils maîtrisent la relation avec leurs clients. Ils peuvent s'arranger, ils peuvent dire, voilà, écoute, là, on va sortir un peu du process, je vais te donner ça comme remise. Là, tu n'as plus rien. Vu que c'est pas toi qui gère en fait cette partie-là. Donc, c'est ça qui freine un peu. Mais le fait que ça se dématérialise. On prend par exemple le marché du travail. Voilà, typiquement, le marché du travail, moi je me rappelle d'une société qui comprenait pas ce qui était en train de se passer. C'est des gars qui faisaient du facility management. Ils géraient opérationnellement la clim, le chauffage des bâtiments. Eux, ils avaient un problème de recrutement. Pourquoi? Parce que tu as des plateformes qui se sont montées sur lesquelles les plombiers, les électriciens allaient en direct et n'allaient plus se faire embaucher par ces boîtes. Donc, il faut aussi voir que la disruption au niveau des plateformes, dans le B2B, elle s'opère à tous les niveaux. Le paiement, le recrutement, la logistique, la gestion de la relation client. Donc, forcément, si tu n'as pas les process qui sont bien huilés, si tu n'as pas les bonnes sources, c'est plus rapidement un échec qu'autre chose. Quand on parle de process, pour l'insider, j'imagine que souvent quand on voit les marketplaces, il y a peu de contacts directs, on évite d'envoyer les mails pour que les gens puissent se recontacter entre eux. Là, quand c'est deux humains, c'est vachement plus dur de maîtriser ça. Comment tu fais toi pour rester dans la boucle et ne pas disparaître très vite juste après la relation? Ouais, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, on est techniquement, nous, un tiers de confiance, on garantit la qualité de l'introduction à C-level. Donc, tu as deux manières de le voir sur un plan de nouveau sociologie, sur la sociologie du lien. Soit tu as une défiance envers ton prestataire et tu veux tout contrôler. Alors, à la fois en termes de process et en termes, on va dire, presque éthiques, de contournement ou de disruption possible. Tu es vraiment au cœur du sujet. On voit que tu en as fait passer un paquet. Et de l'autre côté, tu peux te dire, nous, comme on a des gens qui ont tous 50 ans, qui sont l'ancien patron Europe d'Oracle, ou des gens qui sont vraiment à très très haut niveau, ceux-là, si tu essayes de les contourner, c'est comme si tu disais à Dark Vador, tiens, on va commencer à jouer au sabre laser. Donc, on a très vite compris qu'il valait mieux faire l'inverse. C'est-à-dire que sur tous nos processus de contrôle qualité, on a permis, par exemple, aux mentors de dialoguer avec le client. Uber, il vaut mieux pas forcément que les gens, les chauffeurs dialoguent entre eux, parce que sinon, ils vont mettre des cocktails Molotov sur les taxis parisiens. Donc, nous, c'était toute cette question entre toutes les parties, quels sont les sous-process bridge entre les différentes parties et quel est notre rôle dedans. Donc nous, on a ouvert le dialogue entre les mentors, ce qui veut dire que se retrouve dans une espèce de réseau virtuel. On préfère dire écosystème, nous, comme toi, parce qu'on trouve que les réseaux est plutôt fermé. Donc ça, on a ouvert. Ça veut dire qu'on leur a fait confiance dans le fait qu'ils n'allaient pas créer un Linksider bis. Nous, l'effet de masse fait qu'il est plus intéressant pour un de nos clients d'avoir 400 personnes, et on en recrute 20 par semaine en ce moment, qui leur ouvrent leur carnet d'adresses plutôt qu'un, deux ou un petit groupe. Donc, toute la différenciation qu'on crée avec l'outil qu'un Marjorie, par exemple, pourrait créer pour nous, ça fait une barrière à l'entrée pour les individus. Après, nous, comme on vend de la confiance, les mentors nous ont très vite demandé de dialoguer avec les clients. Et là, ça amène une valeur ajoutée extraordinaire, parce que quand un client veut travailler avec L'Oréal, il va falloir 4, 5, 10 introductions dans plusieurs axes. Donc ça, c'est impossible à modéliser dans les process. Il faut qu'il y ait un dialogue humain pour que l'introduction soit bien visée. Et ça nous a obligés aussi, c'est un autre sujet que tu évoques, c'est-à-dire qu'en fait, elle vit ta marketplace. Et tes process, tu ne les définis pas en amont. Tu es obligé de faire de l'A/B testing. Et si tu te rates sur une sous-partie,
tu bois le bouillon. Donc c'est quand même assez, tu vois, tu es sur le fil d'un rasoir. Nous, on avait cette expérience de 15 ans avant qui nous a quand même bien aidé. Mais tu as cette notion vraiment de processus qui doit être impeccable dans le délivré et l'exécution, le contrôle qualité. Et ça, on fait très, très, très attention à ça. Et ça nous prend beaucoup de temps. Ce qui revient à un autre sujet que tu as évoqué, c'est le coût d'acquisition. Combien te coûte l'acquisition d'un mentor, combien te coûte le fait de le fidéliser aussi sur la place de marché, parce qu'on n'est pas naïf, l'idée qu'on a eue, elle est peut-être intéressante, mais d'autres vont la voir. Donc l'énorme faiblesse d'une marketplace, qu'elle soit en B2C ou B2B, c'est que n'importe qui peut la copier. Et après, tu as l'effet d'image, c'est ton métier aussi, c'est de se faire connaître. Donc là, tu as une forme de course, si tu veux, où tu dois savoir faire muter tes processus. Un petit peu, je fais souvent le parallèle, c'est comme si tu avais une voiture de course et tu dois changer le moteur pendant la course. Pas au stand, pendant la course. Et ça, c'est compliqué parce que si tu te rates, la course, elle est terminée. Donc nous, on a été obligé de faire muter des processus en temps réel. Par exemple, l'introduction sèche. Si tu introduis quelqu'un à un très haut niveau, comme on peut taper tout en haut, nous, de la chaîne mondiale, Forbes 500, CAC 40, nos clients nous ont dit, ouais, on va se faire plaisir, on va taper tout en haut. Et ça a accouché d'une souris, parce qu'au plus haut niveau, les gens sont dans le M&A, ils ne sont plus dans l'opérationnel. Donc on tapait trop haut, donc c'était dysfonctionnel. Donc ça, il a fallu corriger le tir sur le ciblage. Mais on s'est aperçu que nos clients ne savaient pas cibler. Donc on a dû créer un sous-process pour aider en amont des introductions. Et en aval, on s'est aperçu qu'ils ne savaient pas faire de pipeline management. Donc, on a certains de nos mentors qui suivent les pipelines. Comme on est en complex sales, en B2B, ça met 18-24 mois pour closer. Parce que nous, comme on coûte à chaque introduction, notre client, il attend un chiffre d'affaires à Diane. C'est pas juste pour se faire plaisir. Donc, du coup, tous ces process, ils n'étaient pas du tout prévus dans la marketplace initiale. Donc, ça veut dire la tech, le truc, pendant que ça tourne. Et les mentors, eux, c'est des gens de 50 ans qui ont dirigé des grandes multinationales. Eux, il faut que ça roule immédiatement. Donc, tu en as qui disent non, on va faire une introduction. Mais non, suivre les calendriers, etc. Pas question. Donc, je ne suis pas votre process. Donc, nous, chaque jour, chaque heure, on a les mentors qui contournent le process. Et il faut les ramener doucement avec une pédagogie du lien. Et ça, là, il y a beaucoup à écrire là-dessus. Parce que là, ils attendent en fait la même relation que tu as en B2C. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre la relation par rapport aux différentes parties en B2B et en B2C. Et c'est vrai qu'en plus, en termes d'interface, ça, tu dois le vivre souvent avec tes clients. On est tous habitués à Android et à Apple où ils ont des dizaines de milliers d'ergonomes. Ouais, d'accord, mais toi, quand tu mets ta marketplace, si déjà ta boucle approximative de process fonctionne et que tu arrives à aller jusqu'au paiement, c'est déjà la fête. Donc, c'est ça qui est très subtil, c'est que la barrière, pas à l'entrée, mais à l'usage, elle est absolument terrible. Et je pense qu'il y a pas mal de marketplace B2B, tu pourrais peut-être nous en citer, ou pas les citer, mais qui ont à choper là-dessus, parce que la barrière d'achat, d'usage, de ce que les gens attendent finalement d'une relation business, c'est au plus haut niveau. Donc là aussi, tu es obligé sur les process de tout caler vers le haut. Justement, c'était l'une de mes questions, Kamel, c'était de se dire, on parle de barrière à l'entrée, on parle d'IT. Justement, pour que ce soit le plus fluide possible, il faut investir beaucoup. Parce que ça prend du temps, ça prend des ressources, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les marketplaces B2B sont réservés à ceux qui ont réussi à lever beaucoup d'argent ou alors à avoir beaucoup d'argent parce que ça part d'une boîte qui existe déjà depuis longtemps? Alors, définitivement, ça coûte beaucoup d'argent de lancer une marketplace. Alors, il y a un point, on parle de coût d'acquisition. Déjà, quand tu as une marketplace, tu as deux clients. Tu as le vendeur et tu as l'acheteur. Il ne faut pas négliger que le vendeur est aussi un client. Donc ça change complètement la relation. Tu n'es plus dans une relation où tu es face à un fournisseur, où tu as une relation, une gestion je ne vais pas dire de pouvoir qui est complètement différente, parce que tu es dépendant de lui aussi sur cette partie-là, tu as besoin de l'attirer. Donc ça nécessite un gros investissement humain, en ressources IT. C'est important parce que tu as des plateformes qui peuvent paraître prêtes à utiliser, c'est rarement le cas, parce qu'il va falloir les intégrer dans ton système, ou va falloir créer tout un système, il faut qu'elle soit hyper agile, parce que, comme tu l'expliquais, les process doivent évoluer régulièrement, parce qu'il y a des go-to-market qui changent, en fonction des catégories, en fonction du type de produit, en fonction de la législation aussi. Tu prends par exemple ceux qui vous auraient pour ambition de lancer une marketplace de food, tout ce qui va être l'information produit sur les allergènes.
bah, tu as des pays où tu as une obligation de la diffuser, tu as des pays où tu n'as pas la même obligation, tu as la gestion de tes T'as taxes. pas les mêmes allergènes. Voilà, tu n'as pas les mêmes allergènes, tu n'as pas la même régulation. Donc il y a toute cette partie-là. Mais à la fin, normalement, alors on avait fait l'exercice avec un très gros distributeur dans le food. Donc, ce que j'expliquais au début, c'est quand tu achètes une marketplace, tu achètes de la croissance, tu achètes de la croissance sur les bits. Donc ton EBITDA, il doit grimper. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est quand tu es un distributeur, c'est comparer l'investissement nécessaire pour atteindre cette croissance au niveau de ton résultat via une marketplace ou via un investissement normal. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui ferait de la distribution, de la logistique, des entrepôts, du système d'information, du people. Bon, et tu t'aperçois que même si l'investissement dans une marketplace, c'est assez énorme, souvent, le résultat est beaucoup plus intéressant que celui si tu faisais de l'exécution as usual. Mais, par exemple, tu peux l'utiliser aussi à marketplace. C'est un moyen d'être un laboratoire sur des nouvelles catégories de produits, un laboratoire sur des nouveaux types de services, sur des géographies aussi. Donc en fait, il faut pas faire une marketplace pour faire une marketplace, il faut qu'elle ait un sens. Là, ce qu'a fait l'Insider, c'est top parce qu'effectivement, tu as des tas de gens qui n'ont pas accès. C'est bien. C'est ça l'effet réseau. Tu vas mettre à disposition de personnes plus facilement des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Tu vas pouvoir tester ton modèle, tu vas pouvoir l'étendre, tu vas apporter cet effet réseau qui va permettre aux premiers, aux vendeurs et à l'acheteur de pouvoir travailler ensemble. Puis tu vas sécuriser des choses, tu vas sécuriser des transactions, tu vas sécuriser de l'opérationnel sur de la facturation. Sur de la gestion de taxes, donc tu vas apporter de la valeur. C'est pour ça que je te dis qu'un vendeur, c'est aussi un client. Il faut que tu lui génères autant de valeur, et la valeur, c'est pas simplement lui amener un flux de clients, c'est aussi lui amener, par exemple, si je prends un exemple tout bête, hein. Dans le service B2B, si moi je me mets comme intervenant, et que je vais travailler avec un grand groupe, je vais envoyer ma facture, peut-être que je vais être payé à 120 jours. Voilà. Si je suis sur une marketplace qui sait gérer mes flux de paiement, je vais peut-être être payé à 30 jours. Donc j'ai plus intérêt à travailler avec la marketplace qu'à essayer de la bypasser. C'est ce type de valeur ajoutée en fait que tu peux générer qui va permettre de garder l'une des propositions de valeur de base d'Encore Store. Exactement. C'est de dire on paye tout de suite, Ouais. avant même que vous soyez payé, et du coup ça les évitait de se faire bypasser. Et là, ça fait un coût d'acquisition important aussi. Ouais, bien sûr. tu décaisses, Ouais. mais ça fait partie du game. Bon, effectivement, alors pour en revenir à la base de la question, oui, il y a un certain budget. Il y a un certain budget. Le coût d'acquisition au début est très important. Il faut le rentabiliser, c'est-à-dire qu'il faut garder les vendeurs. On avait fait une étude. Le coût de recrutement d'un vendeur, il était à peu près de 1 800 € pour acquérir un vendeur. En sachant qu'au bout de 6 mois, tu en as quasiment perdu la moitié. Donc ça veut dire qu'il coûte plutôt quasiment 3000 quoi. Voilà. Donc il faut faire son calcul pour bien comprendre. Voilà, il y a un investissement technologique, il y a un investissement humain, il y a un investissement marketing, il y a un coût d'acquisition qui n'est pas négligeable. Et donc tout ça, ça doit être modélisé. Justement, Jean-Charles, pour financer tout ça, il faut réussir à aller chercher de l'argent, aller chercher des fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché est plutôt friand des innovations sur les marketplaces B2B ou plutôt un peu frileux? Ouais, je vais répondre à ta question, mais je reviens juste sur ce point de l'acquisition et du fait que tu as plus de clients. Pour moi, créer une marketplace, c'est plus d'argent, plus de risques, plus de complexité. Donc il faut que le marché, ton gâteau à 4000 milliards, là, il soit vraiment là. Pas mal quand même à 4000 milliards. Nous, ça nous va bien parce que nous, on est sur le marché des complexés, ils ont B2B et il y a peu de monde dessus. Donc le marché, il est également gigantesque. Donc ça nécessite effectivement que tout soit aligné. Donc si tu n'es pas aligné en avant, ça ne marche pas. C'est le lien avec ta question. C'est que nous, on est dans ce marché des introductions, dans ce métier depuis 15 ans. Donc on le faisait
à la main avant différemment avec un autre process d'exécution qui n'était pas une mutualisation. Donc du coup, nous, le marché, on l'a toujours eu. Et tu as un autre sujet qui crée un autre risque, c'est que dans une marketplace, évidemment, contrairement à une boîte classique, il faut équilibrer les deux. Sinon, tu vas rapidement avoir soit le vertige, soit le mal de mer si tu as trop de supply ou trop de demand. Ça, facile à dire, mais extraordinairement complexe à faire. Nous, l'an dernier, au début, on a eu beaucoup de supply parce qu'on vient, nous, de ces corps constitués où sont nos mentors. Donc ça, à Friends and Family, on a eu beaucoup de supply. Il y avait moins de demandes, fatalement, parce que tu es obligé en plus, ça, tu pourras peut-être nous le confirmer, de te focaliser sur l'un ou sur l'autre. Tu ne peux pas focaliser sur les deux. Tu dois mettre une priorité et l'autre doit suivre. Donc nous, au début, on ne savait pas. On avait pris d'ailleurs une agence de strat pour nous dire sur lequel aller. Ils ont dit ni. Donc là, pendant 1 an et demi, on a fait C'est le cabinet Alors de là, je peux te dire que je ne vais pas le citer, mais non, c'était pas eux. Mais donc, on a zigzagué, si tu veux. Alors, on dit souvent zigzag to the top, mais là, non, ça décollait pas comme on voulait. Donc, si tu veux, après, on a pu dans un second temps, équilibrer les deux plateaux. Mais par exemple, l'an dernier, donc on avait beaucoup plus de demand. C'est-à-dire que si on avait pu subvenir à la demande, on double déjà notre chiffre chaque année, mais on aurait décuplé l'an dernier. Faire x2 ou x10, c'est quand même pas la même. Donc nous, en termes de financement, on n'a pas de problème de financement. On est bootstrap et on peut tout à fait, parce que nous, même si les process sont complexes, la techno reste relativement simple. Donc on a déjà une version du MVP et puis on a l'une de nos fondatrices qui a fait le wagon après, donc qui du coup maîtrise la techno. Donc sur un MVP++, ce qui à mon avis est un conseil, c'est de rester sur un truc assez simple au début parce que les emmerdes arrivent vite en batterie. Donc essayer de faire le truc qui fait l'avion de chasse, la 380, là tu es sûr d'aller au tas dans 100% des cas. Donc nous, techniquement, on n'a pas besoin d'argent. Mais si on relie à la question d'il y a 10 minutes que les marketplaces peuvent se faire disrupter par d'autres marketplaces, t'es quand même Blue Ocean First in Trend. Donc là, il faut aller vite. Donc en plus, tu as une autre contrainte dans les marketplaces, c'est celle-là, c'est que tu ne peux pas breveter un process ou quoi que ce soit. Donc du coup, là, on est, j'irais pas dire obligé de lever des fonds, mais c'est fort souhaitable, on va dire. Parce qu'il faut remplacer notre croissance virale, qui est déjà phénoménale, puisqu'il y a eu un phénomène de cooptation, par du digital et ton métier. Donc ça coûte par rapport à l'acquisition très élevée dont tu parles. Donc, aujourd'hui, si tu veux, il y a des modes sur les fonds de private equity et la mode des marketplaces, elle était il y a longtemps. Moi, j'avais un de mes camarades d'école, Boris Sergaglia, qui avait monté Spartoo. Bon, voilà, Boris, il me disait, je suis allé dans la godasse, mais c'était déjà il y a quasiment 20 ans, parce que tout le reste était pris. Donc lui, c'est pas qu'il aimait les godasses, mais il avait fait ploum, 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 godasse. Bon, allez, c'est parti. Mais ça, c'était déjà il y a 20 ans. Donc, les marketplaces B2B, ça, je suis pas un historien, tu le sauras beaucoup plus que moi, parce que moi, je connais que la mienne, entre guillemets, mais elles sont arrivées il y a peut-être entre 5 et 10 ans, et là, les fonds de private equity s'y sont intéressés, comme ils se sont intéressés, paix à leur âme, au Bitcoin et au NFT, plus récemment, on va dire. Et donc, du coup, là, la mode pour les fonds de private equity liés au marketplace, elle est passée. Et ça, quand tu veux lever des fonds, tu vois des analystes qui ont entre 25 et 30 ans, qui sortent des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, et eux, si tu n'es pas dans la mode, c'est comme la Fashion Week, hein, tu n'es pas du tout dans la mode. Donc, tu as vraiment un phénomène d'aspiration très forte ou de désert total. Donc, ça, c'est pour la tendance de la mode. Donc, aujourd'hui, les marketplaces ne sont plus à la mode. C'est-à-dire que nous, les fonds nous disent, les fonds généralistes nous disent, ouais, ben non, c'était il y a 5 ans, vous êtes 5 métros après le truc. Et là, tu rigoles, parce que tu vois vraiment que les financiers ne comprennent pas les marchés. Parce que quand tu parles des chiffres sur les marketplaces B2B, si vous n'avez pas compris et que vous ne nous mettez pas de concurrents dans les dents, tant mieux, parce que nous, on va grossir tout seul en attendant. Donc là, la tendance est passée, mais c'est cyclique. Donc après, le vrai sujet, c'est que nous, comme on a beaucoup grossi en deuxième partie d'an dernier, si on avait lancé notre levée première partie Q1 2022, c'était encore l'âge d'or. Quand on a lancé Q3, c'est morne pleine. Donc heureusement qu'on est bootstrap et qu'on est déjà rentable, parce qu'il faut attendre, comme au téléski, là, pour ceux qui vont partir au ski, il faut attendre la prochaine perche. Là. Donc là, les marketplaces, de ma connaissance, parce que du coup on en connaît plein, nous, des fonds, parce que les fonds de private equity se servent de nous aussi pour lever des fonds, parce que c'est aussi un processus commercial. Donc nous, on peut disrupter n'importe quel processus commercial B2B. Donc on en connaît plein, et du coup, de ce que je vois moi, c'est
pas à la mode, ce qui fait que, peut-être ça tu pourrais y répondre, mais il y a peut-être plus d'entreprises déjà constituées qui lancent une marketplace que de personnes qui se lancent ex nihilo. Quand je dis déjà constituées, c'est que les personnes qui sont dans cette salle, elles proviennent de très grandes entreprises qui ont les moyens de se dire « essayons de ne pas rater ce train-là ». Donc moi je dirais, sur les tendances du financement, compliqué. Néanmoins, il y a du vrai argent. C'est des marchés qui, eux, sont mûrs. La façon de les servir n'est pas encore mûre, mais elle mûrit vite. Donc, du coup, je pense, ça c'est pas une prédiction, mais mon ressenti pour l'année à venir, c'est que les fonds vont revenir aux basiques. Pas les trucs complètement disruptants. Là, on revient, nous, du Web Summit et de Slush. Il y a 2-3 ans, il y avait des business models, on va dire fantaisistes, si tu veux, en termes de B2B, enfin de mon expérience. Après, tu peux te faire disrupter en voyant pas le truc venir. Là, 2022, il n'y avait plus de business model fantaisiste du tout. C'était du raffinement de choses qui existent déjà avec un début de maturité. Donc là, on voit quand même que l'argent, sur le fond, il est toujours là. Hein. Les milliers de milliards se déversent toujours. La French Tech, les records étaient encore battus là, sur les levées de fonds en octobre ou novembre dernier et c'est reparti comme en 40. Donc, sur le fond, l'argent est là, mais par contre, il faut arriver avec un processus, une marketplace solide pour pouvoir lever. Donc, bon, rien de nouveau sous le soleil, mais là, le easy money, il est derrière, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce que les jeunes analystes réoublient. Parce que l'avantage, c'est que tous les 5 ans, tu as une nouvelle fournée. C'est pour ça qu'il y a des crises financières. C'est toujours les jeunes qui font, avec un effet mouton, les mêmes conneries. Donc du coup, là, ceux-là vont vieillir, les autres vont arriver, puis ils vont arriver de nouveaux pages blanches, et là, tu pourras relever. C'est ton avis aussi, Kamel? Alors, c'est pas forcément mon avis. Alors, pour revenir à l'histoire des marketplaces B2B, les premières marketplaces, c'est des marketplaces B2B. Alibaba a été créé avant Amazon. Alibaba, c'est 42% du business B2B chinois. Chinois, ouais. Mais c'est dû aussi à la régulation, c'est-à-dire que tu dois avoir une licence et tout ça. Moi, j'ai monté une marketplace en Chine. J'ai dû m'associer avec Foxconn pour pouvoir distribuer sur le territoire. Donc, tu as aussi la régulation. Donc, les toutes premières marketplaces, c'était des marketplaces B2B. L'idée, c'était quoi? C'était de remplacer les flux transactionnels habituels et mettre en place des processus d'achat plus simples. Il y a toujours de l'engouement pour les marketplaces au niveau des tests de fonds d'investissement. Là, on ne va pas la jouer à Game of Thrones, mais l'hiver est là. Il ne va pas s'installer. On commence à voir de plus en plus de projets. Mais effectivement, il faut avoir un business model qui soit solide. Et de là, l'importance de savoir pourquoi on lance sa marketplace. Comme je dis, il y a plusieurs. Il y a le pure player, celui qui lance une marketplace from scratch, qui est là pour disrupter un marché. Si ce n'est pas fait pour disrupter un marché ou pour l'améliorer, ça ne sert à rien, si on est from scratch. Si on est une entreprise existante, il faut savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut faire de l'extension, de la croissance, du laboratoire, de la transformation digitale. On peut faire tout ça en même temps, mais il faut bien le piloter. Et puis après, il y a aussi la question de est-ce que moi, en tant que distributeur, je vais rejoindre une marketplace? Et là, il faut faire attention à ne pas se faire disrupter soi-même. C'est-à-dire si on a une expertise opérationnelle qui est juste hors du commun, il ne faut pas la mettre à la disposition d'une marketplace qui va venir l'utiliser. Il y en a qui savent de quoi je parle pour pouvoir se sublimer par eux-mêmes. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de marketplace. On a beaucoup parlé, par exemple, des structures achats. Les structures achats qui sont compliquées à gérer. Il y a la queue à l'entrée des achats. On ne peut pas traiter tout le monde. On ne peut pas tester les produits. On ne peut pas faire ceci. La marketplace, ça permet de libérer aussi de la valeur au niveau des structures achats sur les réseaux. Donc quand on est dans le B2B, on va gérer les achats directs et les achats indirects. Le direct, c'est ce qu'on doit essentiellement sécuriser parce que c'est ce qui fait vivre la boîte. L'indirect, c'est ce qui permet, moi c'est le petit truc, voilà, c'est le café pour les salariés, pour les bureaux. Là, tu peux aussi réduire, tu peux mettre une marketplace parce que tu peux réduire les cycles d'achat. Et moi, je me rappelle un des plus beaux projets qu'on avait fait pour signer une marketplace dans une des boîtes où j'étais autrefois. On avait juste, en fait, comparé le coût d'une transaction. Parce qu'une transaction, ça a un coût. Quand tu achètes quelque chose, tu ne l'achètes pas à 100% le prix. Parce qu'il a un coût derrière de traitement.
Et donc, en fait, ce coût de traitement, souvent, il est négligé. Si tu arrives à le modéliser et à dire, voilà, ton coût d'achat réel, c'est pas 100, mais c'est 105. Et si tu passes en marketplace, il passe à 102. Bah, tu as 3 euros de saving qui sont mis en place. Tu multiplies ça par le nombre de transactions que tu fais. Et là, ton projet, il est autofinancé. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est vraiment partir de quel business tu veux faire, quel cas d'usage, quelle valeur ça va générer, pour savoir si tu vas pouvoir ou lever des fonds, ou le financer en interne, ou apporter une valeur supplémentaire sur laquelle tu peux te passer. Il y a des marketplaces dans la fonction, dans la façon dont ils vont gérer la transaction, qui peuvent être hyper efficaces. Tu prends un Amazon, quand ils ont lancé, bon, ils ont cramé énormément de pognon, mais la marketplace, c'était quasiment 100% de la rentabilité d'Amazon. Puis maintenant, c'est différent. Mais tu sais, c'est un véritable apport en rentabilité. J'avais pas terminé sur un point. Tu as raison de dire qu'évidemment, il y a encore un engouement. Je parlais des fonds généralistes. Les fonds spécialisés, évidemment, sur les marketplaces, eux, continuent. Et les thèses restent très, très présentes. Et il y a plutôt plus de fonds, d'ailleurs, qui s'y intéressent de manière globale qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc oui, la tendance de fond, il ne faut pas mal comprendre ma réponse. La tendance de fond, elle est quand même là, mais avec quelques barrières de nouveau à l'entrée. Avant de passer aux questions, donc préparez vos questions, comme ça je ne vous prends pas au piège. J'ai une dernière question justement pour tous les deux, qui est plus de vision, en se disant aujourd'hui le monde va mal. il y a certaines parties du monde où c'est plus ou moins compliqué. La marketplace, de par sa structure, elle est souvent globale, mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi, peut-être de protectionnisme ou de mondialisation? Comment justement ces choses peuvent évoluer? Tu parlais du marché chinois qui pourrait devenir de plus en plus compliqué et d'autres aussi. Est-ce qu'il faut aussi penser sa marketplace peut-être un peu plus locale, ou malgré tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il faut y aller fort et partout? Alors ça, c'est encore une très bonne question. Je reviens sur la base, c'est-à-dire qu'il faut définir à quoi va servir cette marketplace. On prend par exemple le cas de la Russie, où quand tout se passait bien, j'avais bossé sur un projet marketplace. La Russie voyait les marketplaces chinoises qui débarquaient chez eux. D'accord ? Donc, tu as des grandes entreprises en Russie qui devaient réagir et donc qui ont monté leur propre marketplace. Et qui avaient en fait une capacité opérationnelle qui était différente. Et là, on était dans un système de protectionnisme. Parce qu'en fait, la marketplace, tu peux pas. C'est très difficile en fait, comme elle est vraiment purement digitale et qu'elle s'appuie sur des vendeurs locaux, comme sur des vendeurs qui sont dans d'autres pays. Elle peut te permettre d'adresser très vite une géographie. On prend par exemple le cas de la Pologne. La Pologne en B2C, 50% du marché e-commerce, c'est pris par une seule marketplace. 50% du marché e-commerce. C'est Allegro, ils ont, c'est les rois là-bas. Voilà. Il y a un effet de protectionnisme parce que ça permet à beaucoup d'entreprises locales de vivre, mais ça permet aussi à beaucoup de citoyens d'avoir accès à des produits qu'ils ne peuvent pas trouver, qu'ils ne peuvent pas sourcer localement, et aussi, comme tu as des gens qui bougent de pays ou d'autres, qui vont leur permettre d'avoir accès à des produits qu'ils ne trouvaient pas. J'avais travaillé sur un projet qui était intéressant, qui était dans les achats, une structuration des achats par la marketplace, qui permettait en fait d'avoir une connaissance des fournisseurs locaux d'un distributeur. Donc c'était un grand distributeur qui avait une énorme difficulté de réconciliation annuelle du sourcing qui était fait en local. C'est-à-dire que tu as des unités en local qui vont être capables de sourcer avec des distributeurs locaux, avec leur propre prix, et puis chacun va faire ça dans chacun de ces pays, et à la fin, tu fais ton contrôle de gestion pour vérifier tout ça, tu te tapes des lignes, tu vérifies, tu te dis, l'autre, il a mieux acheté de l'autre côté, mais c'est trop tard. Et là, l'avantage en fait, de la marketplace, c'est cette centralisation en fait, de l'information. La notion de données, quand je parlais de laboratoire tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est que tu as énormément de données qui vont transiter. Alors pour en revenir sur la notion de protectionnisme ou d'expansion, les deux sont valables en fait.
Les deux sont valables. Tu peux aussi bien protéger de l'arrivée d'un concurrent sur le territoire. D'ailleurs, on le voit, Amazon, avec sa toute-puissance, n'est pas le numéro 1 sur tous les territoires où il est. Il y a des pays où encore ils ont soit de la régulation qui leur empêche de rentrer, soit des habitudes d'achat et de la valeur qui est générée localement qui ne leur permet pas d'être les numéros 1. Comme il y a d'autres pays où on n'a pas eu le réflexe d'aller chercher et d'adresser cette typologie de marché, où là on a permis aux clients d'avoir accès à des tas de trucs. J'ajouterais, moi, on travaille sur... Enfin, au-delà de ta question, il y a la notion de la valeur travail. Il y a une énorme disruption en ce moment de la manière dont on apporte tous de la valeur à la société, enfin au sens large. Et nous, nos mentors ont entre 50 et 70 ans, donc ils ont une carrière qui est plus derrière eux. Et quand ils se font dégager par un fonds de private equity ou par la holding en spreadsheet management, si tu veux, ils s'aperçoivent que même s'ils ont été à la tête des plus grands groupes mondiaux, ils sont sur le carreau et ils sont techniquement inemployables. Donc, tu as cette notion de valeur et on voit bien que ce n'est pas tellement ce que tu sais faire, mais c'est qui te connaît et qui tu connais. C'est cette sociologie du lien qui te permet d'apporter tout simplement ta valeur. Et quand tu comprends, on en parlait en préparant, que déjà avant le Covid, la moitié de la workforce américaine était freelance. Ça, on ne sait pas depuis ici. C'est-à-dire qu'après, ça doit être 70% maintenant. C'est-à-dire que le CDI est mort. Mais ça, si on lit ça aux événements sociaux de la France aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on regarde, par exemple, les grandes universités chinoises, qu'elles soient business ou d'ingénieurs, c'est très compliqué. Elles sont obligées de faire un super GMAT parce que quand tu as 100 000 personnes dans l'université, c'est-à-dire à peu près 100 fois plus ou 1000 fois plus que tu as d'X en France chaque année, c'est des personnes ultra formées, ultra connectées qui vont déferler sur le marché de l'emploi et de la valeur. Là, le président kényan a donné un iPad à toutes les personnes de 5 à 7 ans en disant il faudra que ces personnes soient employables en télétravail. Et il leur apprend à coder. Donc ça veut dire que là, c'est même plus une disruption. Là, ça va être une pulvérisation du marché du travail. Et la seule manière d'apporter de la valeur, je parle pour le marché du travail, ce sera au travers de plateformes. D'où les Malte, d'où les freelance.com. Tant mieux, c'est des marketplaces plutôt d'origine française à la base. Et on s'inscrit, nous, bien malgré nous, parce que nous, ça fait plus longtemps qu'on est dans ce marché-là. Mais là, c'est plus une vague, nous, c'est Nazaré. Là, ça fait 30 mètres qu'on va devoir surfer. Et du coup, là, la notion de protectionnisme, le dernier protectionnisme qui reste, il faut le lier au plan 2025 de fibre partout. Alors là, on est à Paris, on a tous la fibre, mais quand on est dans des provinces un peu plus reculées, c'est 2025 la date butoir théorique pour être câblé. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui n'est possible que si tu as une connexion Internet stable. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que tu rajoutes de la fragilité à la fragilité. Putain, Joe, ça va péter, ça va être l'enfer. Mais bon, bref, ça, ce sera amusant. Destruction schumpeterienne de valeur. Mais du coup, là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que tout le monde va être capable d'amener de la valeur. Donc, ça va être une foire d'empoigne. Et cette notion de Web 3.0, on ne l'a pas évoquée là aujourd'hui, mais sur la confiance. Que ce soit la certification de l'acte d'achat ou de la valeur de ce qui est amené, ça va être la clé. Ça va être la clé. Et ça va être intéressant pour les GAFA, parce qu'aucune d'entre elles n'a traité le sujet, puisqu'elles étaient first in show, donc elles sont allées au plus court, au plus simple. Donc là, il y a Code Red, en ce moment, on a tous lu ça chez Google, avec ChatGPT, parce que tu poses une question à ChatGPT, il te répond, mais tu n'as plus à passer par Google. Donc, tu n'as plus besoin des revenus de la pub. Tu enlèves la pub à Google. Donc là, on voit bien que ça va bouger. Et pour nous qui sommes entrepreneurs là, dans cette place, un peu d'expérience sur le marketplace, un marché gigantesque, tout va bouger. Le mot crise, c'est aussi chrysalide en grec, donc ça veut dire transformation. Donc là, ça va bouger fort. Donc, vous avez bien fait de venir à cette conférence parce que le marketplace B2B, ça va bouger très, 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 très fort. Voilà. Et justement, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux invités avant qu'on puisse aller boire un petit café et enchaîner sur toute la journée? Non? Vous êtes bien trop timide. Comment ça se fait que j'ai autant de questions à chaque fois? Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a inspiré et donné envie de passer toute la journée avec nous et de venir poser des questions à Kamel et à Jean-Charles. Excuse-moi, j'allais dire Jean-Philippe, excuse-moi. Merci beaucoup en tout cas, et puis à tout à l'heure. Merci. Salut.